Allons-y avec la section 4.3.3 où on va parler maintenant d'un échantillon de petite taille. On a vu jusqu'à présent que lorsqu'on avait un échantillon de taille plus grand ou égal à 30, on avait plusieurs possibilités du point de vue de l'estimation de la moyenne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si notre taille d'échantillon est un petit peu trop petite? On est en bas de 30 dans ce cas-ci. À ce moment-là, le théorème central limite ne peut pas s'appliquer. Il va falloir trouver une façon de contourner le problème du théorème central limite pour pouvoir aller estimer notre moyenne. Heureusement, il y a un mathématicien dans les années 1908 qui travaillait pour la compagnie Guinness, donc une compagnie de bière, qui s'est rendu compte que lorsqu'on faisait des calculs avec des échantillons un petit peu trop petits, on pouvait utiliser une autre loi de probabilité que la loi normale pour pouvoir faire l'estimation de notre moyenne. Cette loi-là, c'est la loi de Student et c'est celle qu'on introduit ici. Donc, cette loi-là, on n'ira pas en grand détail dans celle-ci, on va juste dire que c'est la loi qu'on utilise en inférence statistique si jamais n est plus petit que 30 ou si jamais l'écart type est inconnu. C'est important de savoir que l'écart type est inconnu, ça mène à utiliser la loi de Student parce que ça va vous arriver que l'écart type ne soit pas connu dans une situation. Donc, il va falloir savoir que la loi de Student peut nous aider aussi dans ce contexte-ci. À ce moment-là, on va avoir besoin de deux facteurs pour la loi de Student. On va avoir besoin d'un seuil de probabilité alpha et de ce qu'on appelle un nombre de degrés de liberté V. Là, les degrés de liberté, vous savez pas c'est quoi, et ça va rester comme ça dans ce cours-ci. On n'ira pas en détail dans ce que ça représente le degré de liberté et dans comment est-ce qu'on le calcule dans ce cas-ci. On va tout simplement prendre pour acquis que ce nombre de degrés de liberté-là, c'est un des facteurs nécessaires à l'évaluation d'une loi de Student. Donc, pour l'instant, allons voir à quoi ça ressemble la loi de Student, à quoi ça ressemble la table de cette loi-là, un peu comme la loi normale. Puis ensuite de ça, on ira voir qu'est-ce que ça nous amène dans notre contexte. Donc, la voilà, la table de la loi Student que vous avez dans vos notes à la page 167. Donc, cette table de la loi Student-là ressemble pas mal à la table de la loi normale, mais cette fois-ci, on a des facteurs un petit peu différents. Donc, dans la table de la loi normale, on avait des valeurs de notre probabilité qui allaient en colonne et en ligne. Maintenant, on va avoir plutôt des paramètres en ligne dans nos colonnes plutôt et un facteur de nombre de degrés de liberté en colonne. Dans ce cas-ci, on va dire que le seuil de probabilité alpha va être nos colonnes, donc seuil 0,1, 0,05, 0,025, 0,02, 0,01 et 0,005. Donc, vous avez quelques choix ici. Il y a des tables plus complètes que ça qui admettent plus de facteurs, plus de seuils de probabilité, mais nous, c'est ceux qu'on va utiliser. Et vous avez vos nombres de degrés de liberté dans la première colonne. Donc, de 1 à 120 jusqu'à l'infini, même si vous êtes brave. Vous avez plusieurs valeurs dans ce cas-ci et vous allez pouvoir aller compiler les deux données ensemble pour chercher la probabilité qui en résulte. À ce moment-ci, c'est important de savoir que cette table de la loi normale-là, la loi Student-là plutôt, va vous donner la probabilité d'être plus grand qu'un certain seuil T alpha V. T alpha V où on a notre seuil de probabilité et le nombre de degrés de liberté. Lorsqu'on parlait de la loi normale, c'était plutôt inférieur. Là, ici, c'est supérieur, donc on va aller chercher de l'autre côté. À ce moment-là, cette probabilité-là correspond à cette petite zone ici, ou à l'extrémité de votre diagramme pour la table de la loi de Student. Et nous, on va voir dans un instant qu'est-ce qu'on va utiliser comme paramètre pour cette fonction-là. Donc, on va voir que notre degré de liberté va être donné selon notre contexte et notre probabilité alpha va être donnée aussi selon notre contexte. À ce moment-là, on pourra concorder avec les informations autant des lignes que de la colonne pour trouver la bonne probabilité. Donc, à ce moment-là, si on a les conditions suivantes, n plus petit que 30, une distribution qui s'approche de la loi normale, donc quelque chose qui est pas mal tout le temps le cas, et que notre écart type sigma est inconnu, encore une fois quelque chose qui est pas mal tout le temps le cas, on va avoir la situation suivante. On va avoir notre variable grand T qui va être égale à notre moyenne x bar moins la moyenne de la population mu, qui est divisée par l'écart type de l'échantillon divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon, qui va suivre une loi de Student T de paramètre n-1. Et là, ici, le n-1 représente quoi? Ben, il représente le nombre de degrés de liberté de notre loi de Student. Donc ici, la taille de notre échantillon moins 1, ça va représenter le nombre de degrés de liberté qu'on va utiliser dans notre table de la loi Student. Et évidemment, dans la table de la loi Student, il vient aussi le seuil de probabilité. Ce seuil-là va être donné selon le contexte dans un exemple qu'on va faire. À ce moment-ci, on va voir comment aller chercher ces informations-là dans une table de la loi de Student.
Ce résultat-là, nous, on va l'accepter sans preuve, sans aller plus loin que ça, parce que c'est encore quelque chose qui est un petit peu trop avancé pour nous. On va se restreindre seulement à cette information-là et on va accepter ce résultat-là pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, ceci étant dit maintenant, de la même façon que avec la loi normale, ça va être possible d'aller chercher l'intervalle de confiance qui va nous présenter la moyenne de notre population. Donc, mu va être dans l'intervalle x bar plus ou moins t alpha sur 2 n-1 multiplié par notre écart type S divisé par la racine de la taille de notre échantillon. À ce moment-ci, t alpha sur 2 n-1, c'est la valeur qu'on va chercher dans notre table de la loi Student. C'est là ici qu'on va aller chercher notre table de la loi Student. On va utiliser alpha sur 2 comme seuil de probabilité et on va utiliser n-1 comme degré de liberté lorsqu'on va chercher cette valeur-là dans la table de la loi Student. Donc, on va se donner un exemple, puis on va avoir fait le tour déjà de ça. On va aller chercher notre valeur dans la table de la loi Student, puis on va être capable de donner tout ce qui nous intéresse. On y va avec l'exemple suivant, 4.7. Dans ce cas-ci, on vous donne le contexte. On a un policier qui est en train de faire du radar sur l'autoroute 20 et ce policier-là a enregistré la vitesse de 22 voitures. Ces 22 voitures-là ont eu une moyenne de 110 km/h, un écart type de 5 km/h, et on considère que la vitesse à laquelle les gens vont rouler sur l'autoroute 20, c'est une distribution normale. Donc, on va avoir une belle cloche qui nous permet d'aller chercher notre loi Student dans ce cas-ci, parce qu'on a n qui est inférieur à 30, on a la distribution qui est normale, et évidemment, comme on ne connaît rien sur la population, on ne connaît pas l'écart type sigma dans ce cas-ci. À ce moment-là, on cherche à construire un intervalle de confiance pour la moyenne avec un seuil de probabilité 0,01, donc alpha égale 0,01. On va donc avoir un niveau de confiance de 99%. À ce moment-là, on cherche à trouver la valeur t alpha sur 2 n-1 et on va aller trouver l'intervalle de confiance qui résulte de cette valeur-ci. Donc allons-y. Pour commencer, trouvons t alpha sur 2 n-1. Dans ce cas-ci, n-1, ça correspond à quoi? Ça correspond à 22 moins 1, donc 21, et alpha sur 2, ça correspond à 0,01 divisé par 2, donc 0,005. Donc ici, on cherche t alpha sur 2, plutôt t 0,005, 21. C'est cette valeur-là qu'on va trouver dans notre table de la loi de Student. Donc, t 0,05, 21, ce sera égal à quoi? On va voir dans la table de la loi Student, puis on va donner cette valeur-ci. Et voilà, on a notre table ici. On se souvient que notre seuil de probabilité était 0,005, donc ça, c'est notre dernière colonne. Et on avait un nombre de degrés de liberté égal à 21. Donc, on va aller chercher la ligne du 21, on se rend jusqu'à la dernière colonne, et on obtient 2,831 pour la valeur de t alpha sur 2 n-1. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans nos calculs. 2,831, c'est la valeur qu'on a trouvée. Et maintenant, on est prêt à construire notre intervalle. On se souvient que cet intervalle-là, pour mu, ce sera x bar plus ou moins t alpha sur 2, n-1 fois s, divisé par la racine de n. On a trouvé t alpha sur 2, donc là, ici, on sait que mu va être dans l'intervalle x bar plus ou moins 2,831. Il nous reste à trouver la quantité qui nous reste ici. Donc, l'écart type S, ça correspond à 5. C'est ce qu'on s'est donné dans les notes, dans la base du problème. Et on a la racine de 22 pour notre dénominateur. À ce moment-ci, il ne nous reste plus qu'à calculer ce qu'on va avoir pour la marge d'erreur et à remplacer x bar, ici, mu, va être dans l'intervalle 110, plus ou moins, et là, vous calculez ça ici, ça devrait vous donner 3 environ. Là, ici, on estime un petit peu, là, on va arrondir un petit peu notre réponse. Donc, on va avoir que la moyenne de vitesse devrait être entre 110 et devrait être entre 110 moins 3 et 110 plus 3, donc entre 107 et 113 pour le policier qui attrape des gens qui vont un petit peu trop vite avec son radar. Donc, à ce moment-là, on peut conclure que mu est entre 107 km/h et 113 km/h. Combien de fois? Ben, 99% du temps. C'est ce qu'on a choisi avec le seuil 0,0. Donc, à ce moment-là, on a une marge d'erreur qui est égale à 3
km/h directement. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exemple-là. Donc, vous voyez, là, c'est pas si compliqué que ça. Hein. On a moins de données que prévu. Ben, c'est pas grave. On va aller chercher la loi de Student. Il faut juste trouver la valeur T alpha sur 2 n-1. Et à ce moment-là, ben, le reste, c'est la même chose. On fait juste remplacer encore une fois dans notre intervalle et ça nous donne des valeurs qu'on peut utiliser sans trop de problème. À ce moment-ci, ça veut dire qu'on vient de finir la section 4.3. Donc, on vient de voir comment est-ce qu'on allait estimer des moyennes à partir des intervalles de confiance. Il nous reste à aller voir d'autres choses. On va aller voir la proportion maintenant par rapport à l'intervalle de confiance. On va voir que ça aussi, c'est possible de le faire à partir d'une loi normale et peut-être d'une loi Student. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 4.4.